Oui, alors je sais que c'est un peu difficile d'en prendre son sérieux après ça, mais on va parler de l'Italie cette fois-ci, pas de l'Allemagne. L'Italie a un nouveau gouvernement depuis une dizaine de jours, dans lequel on retrouve la Ligue d'extrême droite et le mouvement 5 étoiles, anti-système d'extrême gauche, je ne sais pas. Et j'ai envie de dire, ce sera ma première question. Le mouvement 5 étoiles est-il réellement d'extrême gauche selon vous, Ivan ? Donc je rappelle, Ivan Zulfikar-Pasik qui est dans ce débat et Clément Le Fur, pardon, j'ai oublié de rappeler que c'était vous qui débattiez ce soir. Donc rebonsoir. Rebonsoir. Ivan, pour vous le mouvement 5 étoiles c'est un mouvement d'extrême gauche ? Bah, je pourrais pas vraiment vous répondre. Après, est-ce que en s'alliant à la Ligue du Nord, sont-ils un mouvement vraiment d'extrême gauche ? On est quand même en droit de se le demander. L'alliance, bon, tout le monde dit que c'était logique, mais le fait que beaucoup de gens disent que c'était logique. Après, le fait que l'extrême gauche s'allie à l'extrême droite, ça fait un peu bizarre sur le coup. Ça fait un peu bizarre, et c'est surtout une manière de, comme on l'entend beaucoup ce mot-là, de dédiaboliser, donc une espèce de quelque chose qui s'est brisé avec cette alliance, mais je pourrais pas vous en dire plus. J'ai pas un autre avis que ça sur cette question précise. Clément, pour vous, le mouvement 5 étoiles, ce serait un mouvement d'extrême gauche ? Disons que on rapporte souvent la situation politique à celle qu'on a en France, et de voir Marine Le Pen se marier avec Jean-Luc Mélenchon, c'est sûr que c'est quelque chose que dans le paysage politique actuel semble inenvisageable. Elle a dit que c'était pas possible. D'ailleurs. Oui, non, mais des deux côtés, je pense. Et d'où le fait, je pense, cette difficulté pour nous de comprendre, d'en saisir vraiment la nature en fait de cette alliance italienne qui est invraisemblable de notre côté des Alpes. Ivan ? Vous parlez d'une impossibilité d'alliance entre Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, mais il y a eu quand même des tentatives de rapprochement pendant l'entre-deux tours des présidentielles, où il y a eu quand même des tracts qui ont été faits, où il y avait deux colonnes, ce que Madame Le Pen, quel était le programme de Madame Le Pen point par point, et les mêmes points de Monsieur Mélenchon, ceux qui étaient identiques étaient surlignés en vert, et il y avait une phrase du genre pourquoi pas, etc. Donc il y avait quand même une volonté d'essayer de raccrocher certains des électeurs d'extrême gauche à l'extrême droite, qui n'a pas abouti sur un succès évidemment, mais voilà. Il y a quand même un mouvement qui va vers un mouvement aussi petit, insignifiant soit-il. On a quand même un pays qui a un peu brisé ce tabou en fait. C'est un tabou. Alors précisons que Marine Le Pen avait dit dans la même phrase que ça ne pouvait pas se faire en France, mais parce que Jean-Luc Mélenchon ne voudrait pas. En gros, c'est ça ce qu'elle a dit, et que c'est plus de la faute de la France insoumise que de la faute du, à présent, Rassemblement national. Vous vouliez rajouter quelque chose, Ivan ? Oui, lancer sur une autre question. Après, est-ce que l'alliance entre le parti de la Lega Nord et des 5 étoiles, est-ce que n'est-il pas basé sur un populisme, justement ? Et qu'est-ce que c'est le populisme ? Et ben voilà, vous me lancez, c'est génial. Non mais c'est super. On va le virer en fait, on a plus besoin de lui. Merci, merci. Déjà que je présente pas la semaine prochaine, franchement. Non, alors plus sérieusement, le populisme. Définissons populisme. Alors au-delà de la question, Wikipédia c'est efficace mais pas toujours suffisamment. Ça peut partir de quelque chose ça peut partir d'un point quand même. On peut partir sur un point wikiesque et développer. Bien sûr. Clément, pour vous, déjà j'ai envie de dire, avant d'aller sur le terrain du populisme, parlons de l'éventualité d'une vague, parce qu'on voit quand même que en réalité le mouvement qui était arrivé en tête tout seul, c'était le mouvement 5 étoiles en Italie, tout seul. Est-ce que cette possibilité de mouvements comme ça qui sont, à défaut d'être d'extrême gauche, au moins
sur le principe anti-système, est-ce que pour vous ça pourrait se répandre en Europe et en particulier en France? Je crois qu'on avait déjà parlé juste avant, mais ça a déjà été le cas, notamment en Europe de l'Est, en Autriche et en Hongrie, où alors avec une nuance peut-être qu'on peut faire, où on parlerait plus, notamment pour ces deux pays, d'une droite d'une extrême droite, mais entre guillemets vraiment de droite, où je ferai la nuance avec l'Italie, où on a un côté social qui est présenté, qui est plus présent, on va dire, je ferai la dichotomie entre une extrême droite italienne qui ressemble un peu à l'extrême droite française. À l'origine elle est séparatiste, cette extrême droite, mais ouais. Et l'extrême droite hongroise et autrichienne qui est beaucoup plus, on va dire, qui est presque qui a certains côtés libéraux que n'ont pas par exemple l'extrême droite française et italienne. Donc, mais elle a déjà eu lieu, on va dire, à partir de 2015 peut-être. Ouais. Enfin, encore une fois, là, c'est pas l'extrême droite qui est arrivée en tête lors du scrutin. Pardon, c'était le mouvement 5 étoiles. C'était Luigi Di Maio. Oui, mais, ce qui est resté, en tout cas dans les médias et ce qu'on a pu suivre, c'est que tout le monde parlait du fait que le mouvement de Lega Nord, et donc la droite, avait aussi fait une percée qui n'a jamais en été alliance vue. Avec Forza Forza Italia. Avec Forza Italia. Donc le mouvement 5 étoiles, il faut aussi, et Clément a tout à fait raison de le dire, c'était 33%. Donc c'est énorme. Et c'était surtout les gens du Sud qui ont voté pour ce mouvement-là, puisqu'on parle de Lega Nord, donc qui, au début je crois de qu'ils son ont histoire... enlevé dans leur nom... Maintenant, le évidemment. Nom, évidemment. C'est Front National, on passe à Rassemblement National, pour être un peu plus inclusif. Voilà. Bientôt ce sera rassemblement.e.s, national.e.s. On pousse l'inclusif jusqu'au bout, ouais. Oui. Oui. Je m'excuse. En tout cas, la Lega Nord qui est devenue les Lega. Bon, Nord, ça vient du fait que c'était un mouvement séparatiste qui voulait que le Nord se sépare du Sud. Voilà. Maintenant, c'est devenu un mouvement surtout anti-migrant qui a été élu sur des bases contre l'arrivée des migrants en Italie. Non, et puis ce pourquoi je parlais plus de la Ligue du Nord, en effet, c'est parce qu'on a vu les premiers pas de ce gouvernement, et ce qu'il transparaît, du moins de par la France, de par l'actualité aussi, en effet, c'est que pour l'instant, c'est plus la Ligue qu'on entend parler que les étoiles. Oui, le mouvement... Luigi Di Maio, qui vient du mouvement 5 étoiles, est quand même le vice-président du Conseil. Donc institutionnellement, il y a quand même une prédominance du... Mais il faut se demander alors pourquoi est-ce qu'on parle tellement de la Ligue et pas vraiment, enfin si on en parle évidemment puisque c'est eux qui ont fait le score historique, les 5 étoiles. Pourquoi est-ce qu'on parle surtout de la Ligue du Nord? Ça c'est une question aussi. Moi je n'ai pas la réponse, mais c'est quelque chose à se demander, et je me le suis demandé justement en voyant tous les titres, etc. On parle tout le temps de Matteo Salvini et pas d'autres personnes. Est-ce qu'il n'est pas... Il est ministre de l'Intérieur, certes, mais on parle que de lui. Là, j'ai Le Monde du 12 juin avec lui en première de couverture, alors qu'il est ministre de l'Intérieur. Certes, c'est quelque chose qui est important, mais est-ce qu'il n'y a pas un thème qui est assez médiatisé en France, déjà depuis pas mal de temps, qui est le thème sur les migrants et sur l'arrivée des migrants, etc. Et justement, est-ce qu'on n'utilise pas le fait que Matteo Salvini soit ministre de l'Intérieur pour en parler encore et encore et encore? Vous dites qu'il y a plus ou moins un jeu médiatique, quoi. Oui, pourquoi pas. Alors, on va prendre le populisme cette fois-ci. Donc déjà Grantin,
On va faire non pas une Wikipédia, mais un petit Robert. C'est la même définition. D'accord, ok. Alors, d'après le petit Robert, le populisme, ce serait un discours politique qui s'adresse aux classes populaires fondé sur la critique du système et de ses représentants des élites. Bon, alors, si on part de là, c'est assez large. Joker, c'est ça? Non, pas Joker. Mais je tant veux pas pis, tout le Clément. temps, Ah ouais. On part de là pour essayer de comprendre ce qu'est le populisme. Parce que c'est vrai que, bon, quand on entend les politologues, ils renvoient aux journalistes parce que ce serait un terme de journaliste. Nous autres jeunes journalistes, j'ai envie de dire, on va renvoyer aux autres. Alors, Passe la patate chaude à ton voisin, les sociologues. par exemple. Non, donc classe populaire avec classe populaire certainement, puisqu'on a, si on prend le cas de la France, on a chez Jean-Luc Mélenchon peut-être un peu moins, si on regarde en tout cas la répartition de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. C'est vrai que c'est celui qui a l'électorat le plus il a un électorat qui prend un peu partout dans la société. Donc Très urbain quand même. ouais, mais il y avait Macron à côté, donc Macron il avait un électorat ultra urbain par exemple. Oui. Donc forcément Mélenchon paraît un peu moins urbain à côté. Ouais, C'est à pas côté. faux, c'est pas faux. à côté. Peut-être pas non plus chez Le Pen, parce que chez Le Pen, on a tout un électorat ouvrier du Nord-Est, Oui. Anciennement communiste, oui. Anciennement communiste, entre guillemets, nouvellement acquis, on va dire depuis 2008, grosso modo, et tout un électorat du Sud qui appartenait déjà à son père, grosso modo. Donc, populaire, peut-être pas tant que ça. Fondé sur la critique du système et des élites et des représentants, ça semble sûr, oui. Et ça semble commun aux deux, en tout cas en France. Enfin, en partant de cette définition, j'ai envie de vous demander, Ivan, est-ce que c'est pas juste faire de la politique qu'être populiste à ce niveau-là ? C'est deux choses. Est-ce que les deux mouvements italiens, donc 5 étoiles et Lega Nord, Ligue du Nord, se sont basés sur... Déjà, sont-ils proches du peuple et se sont-ils basés sur des revendications populaires pour appuyer leur candidature et gagner aux élections? Est-ce que ça vient vraiment du peuple? Parce que c'est ça, populaire, non? Les idées du peuple qui viennent en politique. Est-ce que c'est vraiment ça? Enfin, la Ou est-ce que définition c'est du petit une... Robert, c'est classe populaire. Et classe oui, mais qu'est-ce que c'est une classe populaire voilà, aujourd'hui? non, mais une classe populaire, en sociologie, c'est très clair. Voilà. On refile aux sociologues. J'ai c'est gagné, QFD. c'est bon. Question suivante. Sérieusement, la classe populaire, c'est en fonction du niveau de revenu, en gros. Oui, mais les plus faibles. Mais c'est quand même, il y a quand même plus de 45% de l'Italie, après, sans compter l'abstention évidemment, qui a voté pour des partis dits extrêmes. Donc, est-ce que c'est vraiment basé sur le revenu? Moi, le peu de choses que j'ai suivies sur cette élection, j'ai cru comprendre quand même que pour le mouvement 5 étoiles, c'était surtout beaucoup, le ras-le-bol des gens envers le système italien, qui peut se comprendre, j'ai plus mes mots, et sans forcément regarder et porter une attention particulière aux revenus. Donc est-ce qu'on peut parler de classe populaire? Voilà. Déjà. Après, je suis pratiquement certain, après c'est un avis qui est personnel, que l'alliance entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord s'est basée sur une idée de dénonciation du système plus qu'autre chose, puisque le mouvement 5 étoiles ne dénonce pas forcément le fait que les migrants arrivent et passent par l'Italie, ça serait un comble, je pense. Du coup, il y a ça aussi. Quelle
quelle est justement sur quelle base se pose cette alliance? Clément? La question qu'on peut se poser aussi, est-ce que finalement cette élection ne fait pas écho à l'élection française et serait pas en fait totalement liée dans le sens où les deux seraient des élections balayage en fait? Est-ce que c'est pas ces deux élections... Le dégagisme dont le parle fameux Jean-Luc Mélenchon. C'est ça. Est-ce que ces deux élections ne sont pas finalement le moyen qu'a trouvé le peuple pour dire bon ça on a vu pendant X années, on veut voir autre chose, et l'autre chose c'est incarné chez Emmanuel Macron en France, et c'est incarné par la coalition entre la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles en Italie. On va dire une sorte, ce serait plus une sorte d'opportunisme de l'histoire dans les deux cas, plus que réellement que réellement une 1, 2, 3, 4, 5 plus que pour les idées en fait. Si on prend Ivan, vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Bon. Ça a le mérite d'être clair. Si on prend justement cette élection française, est-ce qu'on pourrait même pas carrément se dire que le côté anti-système, c'est tous les candidats sauf François Fillon et Benoît Hamon? Est-ce qu'au fond il n'y a pas 75% des voix à peu près, un peu moins, qui sont allés à des candidats qui sont ceux qui ne sont pas du système, qui sont ceux d'un autre chose, d'un renouvellement? Oui, mais à ce compte-là, est-ce qu'on peut compter Là, on est plus parti sur le côté français, évidemment, mais est-ce qu'on peut compter Macron dans ce mouvement de dégagisme? Évidemment, il a utilisé ça. Il a utilisé ça à des fins qui lui sont personnelles. Et effectivement, il faut le dire, il a quand même dégagé pas mal de gens, ce qui m'a personnellement fait assez plaisir. Mais il a mis qui à la place? Est-ce que ça n'est pas justement utiliser ce dégagisme, en profiter pour avoir un peu plus de voix et derrière asseoir le milieu des entreprises et le milieu financier, jusque dans l'Assemblée nationale? Voilà. Donc dégagisme, c'est encore, il y a encore des utilisations qui ont été faites à tort et à travers. Clément? On avait vu, je pense, Podemos en Espagne. Si. Et je pense. Et Ciudadanos, les deux. Ouais, et on avait peut-être un petit peu la même idée, je pense, en Espagne, d'essayer de faire un petit tri sélectif. Bon, Pour marcher, hein. là, ils ont confondu la poubelle verte et la poubelle jaune. Ils ont des petits problèmes. Mais bon. C'est le Parisien qui parle. On va vous envoyer en stage au Japon. Les 16 poubelles, j'ai pratiqué. J'ai pratiqué. Voilà. Un bel enfer. Ouais, bon. On voit. Alors, c'est bizarre, on a cette impression que finalement, ça touche toute une partie sud de la Méditerranée et que ça remonte pas spécialement plus haut. C'est assez étrange, non? Il y a quand même... le mouvement, il est parti d'Espagne. Après, il y a d'autres pays dont on n'a pas forcément parlé. Oui, voilà, c'est parti de ça. Après, il y a eu donc la formation de Podemos et Ciudadanos. Et Jean-Luc Mélenchon s'est inspiré de ces mouvements-là. Enfin, il était déjà dans les rangs depuis longtemps. Il a essayé de surfer. Et puis, il y a eu Syriza en Grèce aussi. Donc ça a été aussi le début de tout un mouvement. Mais après, maintenant, en Allemagne, apparemment, la gauche essaye de... Enfin, entre guillemets, essaye de former un mouvement similaire en prenant exemple Jean-Luc Mélenchon qui a quand même fait 18 ou 20% au présidentiel. 19%. Et voilà, l'Espagne et aussi la Grèce. J'ai oublié ma question. Oui. Comment? Oui. Non, mais parce que je garde un œil sur le match en même temps et l'Allemagne est toujours en train de perdre. Voilà. Ce n'est pas bon. Si, justement, on parle de
scène politique allemande. Il faut être honnête, c'est vrai qu'on voit peu cette vague remonter. En Allemagne en particulier, on n'a pas vu on n'a pas vu de vague, justement. Angela Merkel a réussi à être réélue. C'est vrai quand même, Ivan, qu'on voit assez peu de remontée au nord. Oui, mais l'Allemagne est un pays qui est pour le moment relativement stable économiquement parlant, et ça s'est vu quand il y a eu ces mouvements dans quelques entreprises autour dans l'ouest du pays, donc dans l'ouest de l'Allemagne, où il y a eu des revendications syndicales pour passer à 28 heures, et les syndicats ont obtenu ces revendications, et il y a donc maintenant des gens qui sont à 28 heures par semaine. Donc, est-ce que ça n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de mouvement de gauche en Allemagne, est-ce que ça n'est pas aussi parce que finalement le pays au niveau il y a une politique sociale menée par la droite. Oui, de façon assez paradoxale. Oui, enfin, j'ai envie Après, de c'est pas la meilleure politique sociale du monde. Je Bismarck veux dire, avait fait la même chose quand au moment de l'unification allemande. Bon, c'est... Oui, une comparaison assez... osée. J'assume. Et d'un mot, l'Allemagne s'est inclinée face au Mexique. Es verdadero. Politique sociale ou pas, hein. Non, mais je vais prendre le contre-pied de ce que je viens de dire, puisque en Belgique, paradoxalement, on commence à voir des mouvements. Le mouvement séparatiste flamand qui existe depuis longtemps prend quand même de l'ampleur. On a eu en Belgique, avant même les indignés en Espagne, il y a eu ce temps, je crois que c'était 500 jours sans gouvernement. Bon, est-ce que la Belgique, vous ne diriez pas, va un peu contre et un peu à part? J'en ai aucune idée. Mais face à ça, quand on voit ces faits-là, vous diriez pas que la Belgique est un petit peu à part dans le lot, qu'elle est un peu ni au-dessus, ni en dessous, mais un peu à côté, puisque elle se débrouille pendant 500 jours sans gouvernement, elle a des séparatistes qu'elle arrive à gérer. Mais vous avez l'air de vous y connaître. Je suis un peu belge quand même. Sur la Belgique. Dans une moindre mesure, l'Allemagne a quand même passé 6 mois sans gouvernement là récemment. C'est pas quelque chose qu'on... Enfin, si, avec un gouvernement qui a expédié les affaires courantes. Oui, voilà. Ouais. Strict minimum, jusqu'à ce qu'il y ait un gouvernement de formé. Ouais. Jusqu'à l'alliance entre Madame Merkel et c'est CSE, non c'est... c'est le c'est Parti la droite. Socialiste. Pardon. Ah non, c'est Oui. SPD. Oui. Merci. SPD. C'est bon, on finit par reconnecter, vous voyez. Après, sur l'élection italienne et sur un populisme ou pas de populisme, il faut aussi voir quelles sont les raisons de l'élection de ces deux grands partis. Ça, c'est aussi assez important. Au niveau du fait qu'il y ait eu la Ligue du Nord qui a reçu beaucoup de voix sur l'hypothétique problème des migrants. Pourquoi justement a-t-il reçu autant de voix? Parce que l'Italie est devenue le pays qui recevait le plus de migrants de toute l'Europe. Enfin, en tout cas, du bassin méditerranéen. Avant, c'était la Grèce. En tout cas, c'est une porte d'entrée parce que l'Italie est au sud. Oui, voilà, Lampedusa, on en parle très très souvent. C'est un sujet en plus, pour revenir aussi, c'est très médiatique. Donc, ceci explique un peu cela, quoi. Vous vouliez réagir, Clément? Ouais, et puis il y a eu il y a aussi surtout je repars sur une autre question, mais finalement on a l'élection le sacre de la Ligue du Nord et du mouvement 5 étoiles, c'est aussi surtout l'échec de Matteo Renzi. Il faut en parler. Enfin, il s'était déjà retiré depuis quelques temps. Il était plus président du Conseil. Hein. Oui, non, mais est-ce que derrière il n'y a pas la disparition
de ce qu'on appelait jadis déjà, la social-démocratie. Ah, Et, ça fera un prochain débat. Ça. On peut y passer des heures. alors, je pense. Et dont Macron resterait une vieille ruine posée. Ah oui. Emmanuel Macron, social-démocrate. Oula. Oh là 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 là. Non, mais il s'en rapproche le plus peut-être de ce qui reste en Europe. Peut-être. La question est Peut-être. ouverte. Et le PSOE. Et le PSOE dans tout ça, j'ai envie de vous dire. Et justement, vous dites que ça reste un peu Non, je vais pas me risquer à chercher un mot que je ne trouverai pas. Vous dites que cette vague populiste, si on peut employer ce terme, reste un peu limitée au sud de l'Europe. J'ai envie de dire ça reste limité à l'Italie, puisque le PSOE, le Partido Socialista y Obrero Espagnol, est au pouvoir en Espagne. Avant ça, c'était le Partido Popular, donc le Parti populaire. Et au Portugal, c'est le Parti socialiste aussi. Donc au fond, c'est un peu la Grèce. italo-grec le problème. La vague, elle vient de la Grèce et de l'Italie, non ? Ouais, non. Même si le mouvement des indignés est espagnol, je suis d'accord. Ils ont pas gagné encore en France. Bon, On y vient dans les quelques minutes à venir. Ils ont on va dire une. Ils ont eu un semi-échec, ou un échec, en Espagne, mais c'est quand même dans les pays du sud de la Méditerranée, les pays méditerranéens autour de la Méditerranée, qui sont là, qui sont les plus développés en tout cas. Alors, en ce qui concerne la France, on a dit que voilà, ça n'arriverait pas, entre autres parce que Jean-Luc Mélenchon, a priori, ne serait pas d'accord. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un risque quand même, lorsque l'on voit que le Front National est arrivé en tête des élections européennes de 2014, que il n'y a pas encore de sondage pour l'élection de 2019 et c'est normal, parce qu'on est à un an de l'élection. Mais est-ce qu'il n'y a pas des possibilités, un risque pour que en 2022, allez, projetons-nous à ce point-là, pour qu'en 2022 on ait quand même de mauvaises surprises. Ivan. Non, parce que quel est l'électeur de Monsieur Mélenchon ? Ça n'est pas l'électeur de Madame Le Pen. C'est radicalement, enfin pas radicalement, c'est assez différent quand même. Enfin, les cartes se superposent. Hein. Partiellement. C'est-à-dire que, alors je ne sais plus comment on les appelle, ceux qui sont extrême gauche et qui peuvent aussi basculer extrême droite. Ouais, les vasques, ce qu'ils appellent les vasques communicantes. Oui, voilà. Donc il y a évidemment une partie de ceux qui ont voté, ceux qui ont voté pour Monsieur Mélenchon, qui sont allés vers Le Pen à cause des idées plus nationalo-centrées, disons. Après, j'ai pas envie de faire un détail de l'électorat, de l'électorat. Ça tombe bien, vous avez pas beaucoup de temps. De Madame Le Pen ou de Monsieur Mélenchon, mais pour moi, ça n'arrivera pas. Voilà. Clément. Alors, c'est vraiment impossible de se retrouver, j'ai envie de dire, avec la même configuration au second tour de 2022 et au second tour de 2017. De la présidentielle. Alors je pense que je pense que l'extrême gauche ne gagnera pas en France, tout d'abord, et je pense que si l'extrême droite devait gagner, ce serait en essayant de grappiller à droite et pas à l'extrême gauche. Et je pense que c'est les meilleurs moyens. Enfin, on va dire dans l'hypothèse d'une victoire, c'est la stratégie qui devrait être employée, je pense. Enfin, et peut-être que c'est une stratégie vers laquelle se dirige le Rassemblement National, puisqu'on a eu le départ de Philippot. Et Philippot, enfin c'était la stratégie de Philippot, d'essayer d'aller sur les plates-bandes de Mélenchon, c'était la stratégie de Philippot. Et donc avec Philippot qui a quitté le Hollandais volant
du Rassemblement National. C'était le Front National encore à l'époque. Ouais, du Front National. On peut se demander, est-ce que on ne tend pas avec Nicolas Bay ou une potentielle Marion plutôt vers une stratégie de alors peut-être pas en 2022 mais peut-être en 2027 par exemple, d'essayer de grappiller à la droite ou des électeurs et pourquoi pas arriver très fort au second tour. Ouais. Ce serait plus probable. Comme ici. Vous entendez le jingle, ça va sonner là. On arrive au bout de l'émission. Pardon Ivan. Non, aucun problème. Si vous voulez dire un mot, c'est un mot. Non. Bon, bah tant pis. Bah ce sera le mot. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté LVE Weekend. Il est 19h pétante sur LVE. LVE Weekend revient la semaine prochaine sous sa forme mensuelle avec Ryoma Takeuchi. Pour ma part, je vous retrouve demain à 17h pour le Mac du Mondial. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tous. LVE Weekend sous sa forme hebdo revient en septembre prochain. Allez, bonne soirée à tous.